Retournons, mesdames et messieurs, le président Abdel Fattah el-Sisi, président de la République et commandant suprême des forces armées, a assisté au banquet annuel de l'Iftar offert par les forces armées à l'occasion des célébrations de l'anniversaire de la victoire du dit Ramadan. Et lors de cette occasion, le président el-Sisi a fait de très importantes déclarations sur la situation actuelle dans la région. Les détails avec Shamseneni. Alors, on a vu comment le président Sisi avait participé hier à ce banquet annuel, et on a vu comment également plusieurs hauts responsables ont participé à cet iftar, dont le chef de la Chambre des représentants, le conseiller Hichem Badawi, le premier ministre Dr Moustapha Medbouli et un groupe de hauts responsables de l'État. Voyons ensemble ce commentaire. Le président Abdel Fattah el-Sisi a assisté dimanche au banquet annuel de l'Iftar offert par les forces armées à l'occasion des célébrations de l'anniversaire des victoires du dit Ramadan. Le Premier ministre, les présidents du Conseil des députés et du Sénat, ainsi que des membres des forces armées étaient également présents. Le porte-parole présidentiel a déclaré que le président avait prononcé un discours dans lequel il a abordé la crise actuelle et la guerre dans la région et a mis en relief les efforts déployés par l'Égypte pour désamorcer la crise en œuvrant au dialogue. Selon le chef de la République, les guerres ont toujours un impact négatif sur les pays où elles se déroulent et sur leurs pays voisins, entraînant des répercussions néfastes pour toutes les nations. Sisi a souligné que l'Égypte rejette toute agression contre un pays arabe et réaffirme son soutien à ses frères et sa solidarité face aux crises. Quant aux conséquences de la guerre, le président a dit que nous sommes conscients de l'impact de la fermeture du détroit d'Ormuz sur le canal de Suez, puisque nous sommes déjà affectés depuis le 7 octobre et la navigation dans le canal de Suez n'est toujours pas revenue à la normale, ce qui engendre des pertes financières. Il a ajouté que l'État et le gouvernement égyptien doivent étudier toutes les possibilités et tous les scénarios. Pourtant, il a rassuré le peuple en disant que l'Égypte a pris toutes les précautions nécessaires, mais personne ne peut dire combien de temps durera cette crise. Le président s'est dit confiant que les facteurs clés de la réussite de l'Égypte sont sa stabilité et sa détermination à surmonter les défis. Et Sisi a loué Dieu qui nous accorde la sécurité et la stabilité. Ensuite, il a salué le peuple égyptien pour sa résilience face aux difficultés majeures telles que la pandémie du Covid-19 avec ses répercussions économiques suivies de la guerre en Ukraine, puis de la guerre en Gaza et enfin la guerre contre l'Iran. Il a souligné que l'Égypte s'efforce à jouer toujours un rôle positif dans toutes les crises et la résolution des conflits en les gérant avec patience, sans froid et sans impulsivité. Retournons, mesdames et messieurs, et comme on voit alors au cœur de tourmente qui redessine, on peut dire, la carte du Moyen-Orient, une question se pose avec actualité. Où se trouve l'Égypte, pilier de la stabilité régionale, dans cet échiquier complexe? Et j'ai le plaisir d'avoir actuellement avec moi en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miliki, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour nous jeter la lumière sur cette question. Bonjour, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miliki, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment voyez-vous les déclarations qui ont été faites hier par le président Abdel Fattah el-Sisi lors du banquet annuel de l'Iftar qui était organisé par les forces armées? Que signifie tout d'abord cet Iftar, notamment en ce moment? Alors, l'Iftar, certainement, comme on le sait, on célèbre le dit Ramadan. Oui. Et en même temps, je trouve qu'on doit aussi se souvenir que je ne pense pas que la date choisie par Israël pour mener sa frappe préventive, entre guillemets certainement, parce que ce n'est pas préventive contre quoi, mais on l'a qualifié de préventive parce que cela donne l'impression
comme si Israël est en train de se défendre, comme d'habitude, de jouer la carte de la victime. Alors, je trouve que la date choisie par Israël n'est pas en vain. C'est peut-être une riposte à ce qui s'est passé il y a en 73, quand les armées arabes, notamment l'égyptienne, ont attaqué Israël pour prendre la relève de la guerre entre ces deux pays. Mais concentrons-nous maintenant sur les paroles du président ici. Alors, premièrement, le président ici, je pense que le discours, le point le plus important de son discours, c'est de calmer le front interne du pays qui est un peu perturbé à cause des actions agressives de la part d'Israël et des États-Unis sur l'Iran et comment cela ne doit pas se proposer à l'Égypte, notamment que les pays du Golfe aient été attaqués par l'Iran, et je trouve que c'est une étape qui manque beaucoup de compréhension stratégique de la part de l'Iran. Nature de cette guerre, de la part de l'Iran certainement, parce qu'on ne doit pas créer des ennemis supplémentaires. Oui. Les pays du Golfe ont déjà parlé, même plus de 10 jours avant le début de cette guerre, qu'ils ont expliqué d'une manière très claire aux États-Unis qu'ils n'acceptent pas d'utiliser leur territoire pour attaquer l'Iran. Et d'ailleurs, tous les attaques qui ont pris place sur l'Iran jusqu'à maintenant ne sont jamais sorties de la part des bases militaires qui sont situées dans les pays du Golfe. Mais l'Iran a choisi une étape que je trouve qu'elle est vraiment maladroite. Peut-être cela est à cause de l'assassinat du suprême guide Ali Khamenei. Alors, ils ont perdu totalement la boussole pour attaquer. Et je pense que le président ici en a parlé hier, que l'Égypte condamne à toutes ses forces ce qui s'est passé et l'attaque contre les pays arabes. N'oublions pas que l'Égypte, depuis le premier moment du pouvoir du président Abdel Fattah, il a dit que la sécurité des pays du Golfe et l'Égypte est trop concernée par cela. On ne va jamais accepter une attaque sur les pays du Golfe. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est de parler de la situation en sa généralité et parler des répercussions économiques dont la nation peut subir et que cela est dangereux. Cela veut dire que l'Égypte est prête, comme elle l'a toujours été. On avait essayé avant la guerre, le déclenchement de cette guerre, on avait essayé de présenter plusieurs initiatives afin d'arrêter la situation. Et je sais qu'on le sait tous que malgré les efforts sincères de l'Égypte, on a même reçu ici M. Abbas Karaki, le ministre des Affaires étrangères iranien, on l'a reçu au Caire pour pouvoir médier entre l'Iran et les États-Unis, mais je suis sûr que la décision de la guerre, malgré toutes les essais de l'Iran à ne pas arriver à ce point, était déjà prise, la décision de mener la guerre. On se souvient tous de la dernière visite du Premier ministre israélien aux États-Unis, quand en rentrant, il a expliqué qu'on a pu avoir tout ce qu'on voulait des États-Unis, et les États-Unis comprennent exactement les demandes américaines. Et certainement, on sait d'une manière très claire que depuis sa première fois au pouvoir, M. Benjamin Netanyahu veut mener plusieurs guerres dans la région, dont certainement l'Iran était la cerise sur le top de tout cela, et finalement il a pu avoir son désir. C'est pour ça qu'on dit tous que cette guerre a été menée par Israël avec la coopération des États-Unis, non le contraire, parce que c'est un point très important. C'est Israël qui a commencé et déclenché cette guerre avec cette frappe préventive, comme on l'a déjà expliqué, que, encore une fois, on insiste, il n'y a rien de préventif dans cette guerre. C'est une guerre agressive, c'est une guerre qui a été déclenchée par Israël.
Oui. Alors, puisque vous avez mentionné qu'Israël a débuté avec l'Iran, est-ce que, selon vous, votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligi, est-ce que vous voyez que l'Iran est seulement le premier pays à être bombardé et qu'il y a d'autres pays qui seront frappés ou qui sont à la tête du gouvernement israélien pour être frappés? Par exemple, ici je parle de la Turquie, par exemple. Comment, plutôt, est-ce que l'Iran est le premier pays à être frappé, ou bien ça va rester seulement autour de l'Iran? Alors, il y a plusieurs points à observer ici. Premièrement, est-ce que cette guerre ou ces frappes visent uniquement à restaurer une dissuasion? Est-ce qu'il existe toujours une fenêtre diplomatique comme on l'a senti hier dans les mots prononcés par le président Trump ou même le ministre des Affaires étrangères iranien? Est-ce que sommes-nous dans une démonstration de force limitée ou le début d'une guerre d'usure? Parce que moi je pense qu'Israël reconnaît très bien que c'est sa dernière opportunité, que ce soit avec un président américain qui est prêt à tout réaliser pour Israël, ou d'autre côté que c'est la guerre la plus importante pour Israël. Elle n'aura pas une chance, encore une fois, contre l'Iran qui représente un pays qui est très agressif contre Israël. C'est un pays que Israël qualifie d'un pays terroriste. Alors, dans ce cas, je pense qu'il y aura d'autres attaques, peut-être notamment, comme on l'a entendu, parce que c'était déjà prononcé, que Israël a l'intention de mener des frappes contre Hezbollah, par exemple, au Liban, malgré que tous les alliés traditionnels de l'Iran, que ce soit les Houthis au Yémen ou le Hezbollah, ou même en Syrie ou en Irak, jusqu'à maintenant, ils ne sont pas activés pour attaquer Israël jusqu'à ce moment-là. Alors, je trouve que l'agression vient toujours de la part d'Israël, qui a déjà parlé d'une attaque, peut-être encore une fois préventive, contre le Liban et contre le Hezbollah. Alors, la question est toujours ce qu'Israël veut faire, parce qu'Israël fait tout ce qu'elle veut, avec bénédiction de la part des États-Unis, et cela lui permet de se dépouiller totalement de toutes les règles d'engagement connues dans l'histoire militaire ou même les relations entre les pays. Vous avez mentionné il y a quelques minutes la Turquie, et je pense qu'on a tous entendu le leader de l'opposition israélienne. Permettez-moi, je m'excuse, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Meligi, mais c'est une nouvelle tout de suite. Alors, nous allons vous transmettre en direct la conférence du ministre des Affaires étrangères français. Voyons-en. À construire son avenir librement. L'histoire nous l'enseigne, particulièrement dans cette région. La sécurité et la stabilité collective de long terme ne peuvent être construites à l'écart des principes de la justice et du droit. La France et l'Europe sont prêtes à jouer un rôle de premier plan pour y parvenir. C'est dans ce sens que la France s'est exprimée depuis 48 heures par la voix du président de la République et lors des réunions du Conseil de sécurité des Nations Unies, du G7 et de l'Union européenne. Je vous remercie et je me tiens maintenant à votre disposition pour toute question. Bonjour, Dalal Mawad, Al-Arabi TV. Vous avez été critiqué de n'avoir pas clairement et directement condamné l'attaque américano-israélienne contre l'Iran. Et vous avez déclaré hier avec le Royaume-Uni et l'Allemagne qu'il était désormais, que vous étiez prêt à prendre des mesures défensives pour détruire les capacités militaires iraniennes, mais aussi travailler avec les États-Unis. Donc est-ce que cela signifie que la France aujourd'hui estime que cette guerre est justifiée puisque vous ne l'avez pas condamnée? Et êtes-vous prêt à s'y joindre quand vous dites que vous allez prendre des mesures défensives pour protéger vos intérêts et ceux de vos alliés? Et comment vous allez le faire? Merci. Je vous renvoie aux propos que je viens d'évoquer. Comme l'a rappelé le président de la République,
nous n'avons pas été informés et nous n'avons pas participé aux opérations militaires lancées par les États-Unis et par Israël. Et comme je viens de le dire, ce n'est qu'en se confrontant au Conseil de sécurité que de telles opérations auraient pu revêtir la légitimité du droit international. S'agissant plus particulièrement de nos partenaires dans la région, qui ont été ciblés, visés délibérément par le régime iranien, nous nous tenons prêts à concourir à leur défense en fonction de leurs demandes, de manière et conformément au principe de légitime défense collective prévu par le droit international. Bonjour Lise Vogel pour France Télévisions. Les espaces aériens demeurent fermés pour l'instant, mais est-ce que vous envisagez déjà de futures rotations pour aller chercher nos ressortissants, comme vous l'aviez fait notamment au début de la guerre du 7 octobre? Nous nous préparons à toute éventualité et nous suivons avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation sur place. C'est tout l'objet de la réunion que je viens de présider, associant l'ensemble des services de l'État. S'agissant des espaces aériens, tous ne sont pas fermés. L'espace aérien demeure ouvert au Liban, en Jordanie, en Égypte, en Oman et en Arabie Saoudite notamment. Bonjour Monsieur le Ministre, Hermine Leclèche pour RTL. Très concrètement, quel est le pays qui vous inquiète le plus actuellement pour l'évacuation des ressortissants français à l'étranger? Quels sont les moyens qui sont mis en place pour leur évacuation? Est-ce qu'ils sont regroupés? Est-ce qu'ils doivent rester cloîtrés chez eux? Est-ce qu'ils doivent aller à l'ambassade? Et enfin, est-ce que la France va répliquer contre les Iraniens qui ont tiré sur nos bases? Merci pour ces nombreuses questions. Ce que je peux vous dire, c'est que nous travaillons très activement à faciliter le retour en France de nos compatriotes, notamment ceux qui sont de passage, dès que la situation le permettra. Il y a deux pays en particulier où les communautés françaises sont particulièrement nombreuses, et donc les Français de passage également. C'est d'abord Israël, où nous avons l'année dernière, pendant la guerre des 12 jours, mis en place un dispositif exceptionnel qui est d'ores et déjà prêt pour faciliter les sorties du territoire, en tout cas celles qui sont possibles aujourd'hui. Et l'autre pays, c'est les Émirats arabes unis, où vivent plus de 60 000 Français aujourd'hui et où les Français de passage ou en vacances sont particulièrement nombreux. Et une partie importante de nos efforts est concentrée sur la manière dont nous pourrons faciliter le moment venu, lorsque les conditions le permettront, leur retour en France. Alors, toujours, comme vous voyez, alors, et j'ai toujours avec moi en ligne son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, et nous avons vu comment le ministre des Affaires étrangères français, qui se trouve à Paris, lors d'une conférence de presse, a déclaré qu'il suit avec attention ce qui se passe dans la région, les derniers développements, et que la France est prête à encourir à la défense des pays amis qui se trouvent dans la région. Et il a également mentionné que la France œuvre à faciliter le retour des citoyens français qui se trouvent dans cette région. Et ici, il a parlé de notamment deux pays, Israël et les Émirats arabes unis, où se trouve un grand nombre de résidents français. Et alors, c'était la conférence de presse qu'a menée Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères français. Et alors, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, tout d'abord, comment voyez-vous les déclarations faites par le ministre des Affaires étrangères français actuellement? Et ici, notamment, je parle des déclarations faites en ce qui concerne l'espace aérien, par exemple, qu'il a déclaré que l'espace aérien dans plusieurs pays, dont le Liban, l'Égypte et d'autres pays dans la région, l'espace est toujours ouvert. Comment voyez-vous ce sujet? Alors, je trouve que c'est une conférence de presse qui est désignée plutôt à calmer la situation interne en France
pour l'inquiétude qui a subi beaucoup de Français en ce qui concerne leurs familles qui sont dans les pays du Golfe où l'espace aérien est fermé actuellement depuis les attaques iraniennes sur les aéroports et sur les sites civils même de la part de l'Iran. Alors je trouve que ça c'est le point le plus important qui a été consacré à cette conférence de presse, c'est de calmer l'inquiétude des familles des ressortissants français dans les pays du Golfe. Certainement, Son Excellence, Monsieur le Ministre, il suit attentivement, comme il l'a dit, et d'ailleurs tous les pays de la région et d'une manière assez internationale, tout le monde suit le développement de ces attaques israélo-américaines sur l'Iran et les répercussions de cela. Je pense que notre président, Son Excellence Abdel Fattah el-Sisi, en a parlé de ça hier exactement, en parlant des répercussions économiques, notamment de cette guerre sur tous les pays de la région, et comment est-ce que l'Égypte aussi peut être touchée en ce qui concerne économiquement, mais en même temps aussi notre président a calmé les inquiétudes égyptiennes en ce qui concerne si l'Égypte est cible pour l'Iran, en disant que l'Égypte ne peut pas être attaquée en rassurant le peuple égyptien. Le peuple et les inquiétudes internes dans le pays. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Votre Excellence, Monsieur l'ambassadeur Medhat El-Miligi, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères, pour ces déclarations que vous avez faites il y a quelques secondes. Merci d'avoir été avec nous.